La voix de mon frère Mark, dégoulinante de pitié théâtrale, résonna dans la salle d'audience silencieuse. Pas d'avantage, pas de réclamation. C'est une fausse vétérane. Hilary Khanna, jouant pour le public de notre famille en deuil. Je restais parfaitement immobile, les mains croisées sur la table devant moi, refusant de lui donner la satisfaction d'une réaction. Je me contentais d'observer tandis que mon avocat, David, un homme de peu de mots, mais d'une précision immense, se leva sans un bruit. Il n'argumenta pas ni n'objecta. Il se contenta de tendre une simple enveloppe Kraft scellée au huissier, qu'il apporta au banc du juge. Le juge, un homme qui avait vu tous les drames familiaux imaginables, brisa le seau de ciré rouge inhabituel avec un air de légère contrariété. Son expression changea instantanément. Il en sortit une unique feuille de papier, et tandis que ses yeux parcouraient le texte, son masque professionnel ne se fendit là pas seulement, il vola un éclat. Le sang se retira de son visage, remplacé par une expression de choc profond qui se durcit rapidement en alarme. Son regard se posa au-delà des avocats, au-delà de ma famille stupéfaite, et se fixa sur les deux officiers de justice armés postés près des lourdes portes en chêne. Sa voix, quand elle sortit, fut un ordre tendu et urgent qui trancha le silence. « Officers !» scellez cette cour immédiatement. Le bruit des verrous s'enclenchant fut un coup sourd assourdissant qui nous enferma. Le ricanement confiant de Mark se dissolut en un masque de peur pure et incompréhensible. Ce dernier clic terrifiant était le résultat d'une décision que j'avais prise 2 mois plus tôt. Debout dans une pièce bondée, emplie du parfum des lys et d'un chagrin discret, c'était le jour de la réception funéraire de mon père, et j'observais mon frère Mark, l'étoile brillante de la famille dont le succès était assez bruyant pour noyer celui de quiconque. Tenir court. Il acceptait les condoléances d'une main tout en vérifiant son téléphone de l'autre. Je me tenais seule, un fantôme au sillage de mon propre père. Un ami de la famille respecté, un colonel de l'armée à la retraite, s'approcha de moi, les yeux emplis d'une sympathie sincère. Avant qu'il ne puisse dire plus que quelques mots, Mark Upperroot, passant un bras lourd sur mon épaule. Il adressa au colonel un petit rire dédaigneux. « Ne vous occupez pas de ma sœur ?» dit-il, sa voix lisse de condescendance. Elle a l'un de ces emplois de bureaux gouvernementaux où ils traquent les agrafes. Nous étions tous si fiers quand elle a dit qu'elle servait, mais je pense que la chose la plus dangereuse qu'elle ait jamais faite est de se couper avec du papier. Les yeux du colonel se tournèrent vers moi. Une question en eux, mais je n'offris qu'un sourire tendu et vide. En cet instant, en voyant Mark m'effacer si facilement, quelque chose en moi devint enfin froid. Mark pensait qu'il racontait juste sa blague préférée. Il n'avait aucune idée qu'il me calomniait officiellement devant un tribunal. Pour comprendre pourquoi l'enveloppe de mon avocat contenait plus de pouvoir que tout l'héritage de mon père, il faut comprendre les 2 vies que je menais. Ma famille me voyait comme une histoire qu'ils avaient écrite eux-mêmes. Un récit de déception discrète. Cela avait commencé quand j'avais soi-disant abandonné un prestigieux programme de doctorat. L'histoire de couverture officielle pour le moment où j'avais été recrutée et avait commencé ma formation. Pour eux, j'avais échoué à décoller, me contentant d'un emploi sûr, ennuyeux et totalement insignifiant en tant qu'analyste politique à Washington, D.C. Ils avaient même un surnom pour moi, un qu'ils pensaient que je n'entendais jamais. Il m'appelait la bibliothécaire, un titre censé capturer ma médiocrité perçue, ma vie passée dans les notes de bas de page calmes et poussiéreuses de l'existence brillante et bruyante de mon frère. Cette perception n'avait jamais été plus claire qu'au dîner de famille, qui était moins sur la famille et plus sur la célébration de Mark. Je me souviens d'une soirée en particulier, juste un an avant que mon père ne décède. Mark annonça qu'il avait conclu un énorme accord immobilier commercial et la pièce explosa. Mon père ouvrit une bouteille de champagne que je savais ridiculement chère, et le bruit du bouchon sautant ressembla au coup de pistolet de départ pour le défilé de louanges. Plus tard, lors d'un rare moment de calme dans la conversation, j'essayais de partager une nouvelle de mon propre chef. Je mentionnais discrètement que j'avais reçu une commendation significative au travail. Ma mère, Carol, une femme dont le monde entier tournait autour de polir parfaitement l'ego de mon frère, me tapota la main avec un sourire placide. « Oh, c'est gentil, ma chérie, » dit-elle, sa voix dégoulinante de douceur dédaigneuse. Comme employé du mois, ton frère vient de sécuriser la vieille propriété Henderson. Nous sommes si fiers, employé du mois. Les mots restèrent suspendus dans l'air, si rabassantes, si parfaitement ciblés. Je ne vis pas le champagne dans la main de mon père. Je vis les 10 années de l'argent est serré qui m'avaient suivi à travers l'université. L'ordinateur portable cassé que j'avais dû remplacer en travaillant 2 emplois. Je vis chacune de mes petites victoires personnelles. Une bourse, un article publié, un record personnel, passé complètement inaperçu,
tandis que chaque accomplissement mineur de Mark était accueilli par des applaudissements tonitruants. Je hochai simplement la tête, une froideur familière s'installant au fond de mes entrailles. C'était mon rôle, le public silencieux de la vie de mon frère. J'avais appris il y a longtemps que faire une scène ne ferait qu'empirer les choses. Alors, je restais silencieuse, la bonne fille, la bibliothécaire. Mais mon silence était un mensonge, une couverture soigneusement construite pour un monde qu'ils ne pouvaient imaginer. Ma vraie vie se déroulait loin de leur dîner festif, dans un endroit sans fenêtre, sans champagne et sans applaudissements. Elle se déroulait dans une installation d'information compartimentée sensible, Auskef, une boîte en béton stérile où le seul son était le bourdonnement constant et bas des serveurs traitant des secrets. Je n'étais pas une analyste politique qui traquait les agrafes. J'étais une officier clandestine pour l'Agence de renseignement de la Défense. Mon travail n'était pas ennuyeux. C'était un poids écrasant constant de responsabilité où une seule erreur pouvait signifier la différence entre la vie et la mort pour des gens dont je ne connaîtrais jamais les noms. Mon superviseur était le général Peterson, un homme qui avait vu des empires s'élever et tomber, et qui n'avait pas de temps pour les bêtises. Je me souviens d'un appel avec lui la même semaine que ce dîner. J'étais en train de fixer un écran d'intelligence de signaux complexes, mon cœur battant un rythme régulier et contrôlé. General, dis-je, ma voix basse et égale. L'asset codé Helios a confirmé que la clé de chiffrement est compromise. Nous devons initier l'opération Blind Harvest immédiatement. La fenêtre se ferme. Il n'y eut aucune hésitation à l'autre bout. Pas de remise en question. Juste une voix calme et autoritaire portant le poids d'une confiance totale. À votre appel, Echo 7, dit-il, utilisant mon indicatif opérationnel. Mon vrai nom, exécuté. Dans ce monde, mon jugement n'était pas seulement valorisé, il était compté dessus. Je n'étais pas la bibliothécaire. J'étais Echo 7, et Echo 7 prenait des décisions qui comptaient. Mon service était un fantôme. Il n'avait aucun dossier officiel, aucune carte VA, aucun défilé d'avantages que mon frère pouvait voir et mesurer. Il était conçu pour être invisible. Mon père, cependant, en avait vu des aperçus. Il n'avait jamais connu les détails, mais il savait les longues absences, les voyages soudains, le poids que je portais et que je ne pouvais jamais expliquer. Et dans son testament, il essaya, à sa manière discrète, de le reconnaître. Le document stipulait que son héritage devait être divisé équitablement, mais il avait ajouté une clause personnelle, une unique phrase qui disait « Je souhaite reconnaître le service discret et invisible de ma fille Anya à notre pays. » Cette unique phrase envoya Mark dans une rage. Ce n'était pas à propos de l'argent, c'était à propos du récit. C'était une fissure inacceptable dans l'histoire qu'il avait si soigneusement maintenue pour nous tous, l'histoire de son succès et de mon échec. Il ne pouvait accepter une version de la réalité où j'avais une vie honorable secrète dont il ne savait rien. C'était une insulte à sa position de centre de l'univers familial, et donc il décida de tout brûler, contestant le testament au motif que j'avais menti, que j'avais manipulé notre père mourant avec des histoires pathétiques de fausse vaillance pour voler ce qui lui revenait de droit. Il était convaincu que j'étais une fraude. Pendant une décennie, mon invisibilité était mon armure. Elle gardait mes opérations sécurisées et mon pays en sécurité. Mais Mark était sur le point d'apprendre que le même système qui effaçait mon identité pouvait aussi la vérifier avec la force d'une boule de démolition. Il voulait un combat dans une salle d'audience. Alors, je décidai d'apporter tout le poids du gouvernement fédéral avec moi. Après avoir reçu la notification formelle que mon frère contestait le testament, mon premier sentiment ne fut pas la tristesse ni même la colère. C'était une étrange clarté froide. Pendant des années, j'avais traité le dysfonctionnement de ma famille comme un problème émotionnel, quelque chose à endurer ou à naviguer avec des mots soigneusement choisis, mais la contestation légale de Mark était différente. C'était une accusation formelle déposée devant un tribunal. Il avait déplacé notre guerre privée sur un champ de bataille public, et cela changeait tout. Ce n'était plus une affaire familiale. C'était un problème de renseignement, et cela requérait une solution opérationnelle. J'appelais sur une ligne sécurisée David Chen, un ancien avocat du JAG que mon agence gardait en réserve pour des situations comme celle-ci. Je lui expliquais l'objectif en termes précis. Nous n'allions pas nous engager dans un débat émotionnel. Nous n'allions pas argumenter sur mon caractère ni essayer d'appeler à la sympathie du juge. Notre objectif était de mettre fin à l'argument avec une démonstration irréfutable d'autorité, un mouvement si définitif qu'aucune autre question ne pourrait être posée. C'était une stratégie que j'avais utilisée sur le terrain des dizaines de fois. Ne gagnez pas le combat, redéfinissez entièrement le champ de bataille. Le plan que nous développâmes était méthodique, construit sur un protocole légal si obscur
que la plupart des avocats ne savent même pas qu'il existe. La première étape requérait une immense patience. Nous allions laisser Mark présenter son cas. Nous avions besoin qu'il se lève au tribunal sous serment et m'accuse formellement de mentir sur mon service. Son arrogance était l'appât et nous savions qu'il le prendrait. Pendant qu'il préparait ses insultes, je préparais l'arme. Je me connectais à un portail gouvernemental sécurisé et soumis une demande formelle pour une lettre de vérification de service, un document qui ne vient pas du département de la Défense, mais du bureau du directeur du renseignement national lui-même. Ce n'était pas un DD 214 ni un dossier de service. C'était une directive unique, hautement classifiée, adressée à un juge-président spécifique. Elle ne dirait pas ce que je faisais, mais elle confirmerait que je servais dans une capacité que le tribunal était légalement tenu de ne pas questionner. L'étape finale était la livraison. David tiendrait cette enveloppe scellée, attendant le moment parfait. Le document autorisait le juge à être informé de mon statut in camera, on privé, le rendant effectivement partie du système dans le seul but de la vérification. David m'avertit, sa voix grave au téléphone. C'est une bombe nucléaire tactique, Anya. Une fois que nous faisons cela, Mark ne va pas seulement être embarrassé, il va être sur le radar de gens que vous ne voulez pas sur votre radar. Je n'hésitais pas, il s'est mis là lui-même, répondis-je. Mon frère entra dans cette salle d'audience avec une équipe d'avocats locaux, pensant qu'il pouvait me harceler comme il le faisait à la table du dîner. Il n'avait aucune idée que mon conseil était un homme qui avait l'habitude d'argumenter des affaires devant des tribunaux militaires et que notre témoin principal était un fantôme dans le système. L'air dans la salle d'audience des successions était vicié, épais de chagrin fabriqué et de cupidité. Ma famille s'assit au premier rang, directement derrière Mark, un mur silencieux et soutenant de conviction. Ils le regardèrent avec une fierté non dissimulée tandis qu'il prenait la barre des témoins, lissant le devant de son costume coûteux. Il regarda directement le juge, un homme que mon frère voyait clairement comme un père, et commença sa performance. Je l'observais, non avec colère, mais avec le détachement focalisé d'une opératrice, observant une cible sur le point de marcher dans un piège parfaitement tendu. Chaque mot qu'il prononça était un mensonge que j'avais anticipé, un composant crucial de la stratégie que j'avais mise en motion. Il se pencha vers le microphone, sa voix résonnant d'une fausse sincérité. « Ma sœur, commença-t-il, secouant la tête tristement, n'a jamais servi. Elle n'a pas de papier de décharge, pas de carte VA, rien. Elle a menti à notre père pour voler mon héritage. » Il posa pour un effet dramatique, laissant son accusation suspendue dans l'air avant de porter le coup final venimeux. « C'est du vol de vaillance, pur et simple. » Les mots étaient censés me détruire, me peindre comme une menteuse et une voleuse de la manière la plus publique possible. Mais tout ce que je ressentis fut une finalité calme et froide. La patte était prise, le piège était déclenché. Tandis que Mark s'asseyait en arrière, suffisant et triomphant, David se leva de sa chaise. Il se déplaça avec un calme délibéré qui semblait aspirer l'air de la pièce. Il s'adressa au juge, sa voix stable et formelle. « Votre honneur, nous avons un document pour l'examen de la cour. Au revoir in camera. » Il posa l'enveloppe Kraft scellée sur le bureau du huissier. Le juge parut contrarié, soupirant comme si c'était juste un autre délai inutile dans son agenda. Il prit l'enveloppe et brisa le seau de cire rouge d'un coup de pouce impatient. Je regardais son visage tandis qu'il sortait la page unique de l'intérieur. Je pouvais presque voir l'entête à travers ses yeux, le show officiel du bureau du directeur du renseignement national. La contrariété du juge s'évapora. Sa posture se redressa, ses yeux s'élargissant tandis qu'il parcourait la page. L'ennui décontracté fut remplacé par une tension rigide et alerte. La couleur se retira de son visage, laissant derrière un masque pâle de choc et de quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de la peur. Le changement fut si soudain, si absolu que toute la pièce tomba dans le silence. Il leva les yeux, son regard balayant au-delà de moi, au-delà de David, et atterrissant sur les deux officiers armés au fond de la salle d'audience. Sa voix, quand elle vint, n'était plus le bourdonnement d'un bureaucrate ennuyé. Elle était tranchante, tendue et emplie d'une urgence qui commandait une obéissance absolue. Officiers, scellez cette cour. Immédiatement, les lourdes portes en chêne se refermèrent avec un coup sourd assourdissant qui fit sursauter ma mère. Le bruit des verrous glissant en place résonna comme un coup de feu. Le juge pointa un doigt tremblant vers le sténographe de la cour. « Vous n'êtes plus sur le registre maintenant. » Il fixa ensuite son regard sur mon frère, qui était encore figé à la barre des témoins, son ricanement confiant ayant fondu en une expression bouche bée de confusion. La voix du juge était basse, tranchante et dépouillée de toutes les amabilités judiciaires. « Monsieur Jensen, commença-t-il, vous êtes un civil qui, dans un témoignage sous serment, a fait des affirmations spécifiques
concernant le statut de service d'un employé du gouvernement américain. Le document que je tiens en main confirme que le service de votre sœur est une question de sécurité nationale. Il laissa les mots suspendus dans le silence suffocant, chacun atterrissant comme un coup de marteau. Le visage de Mark passa de confus à terrifié. Vos accusations sans fondement sur un registre fédéral, continua le juge, sa voix se transformant en glace, pourraient constituer une tentative d'exposer publiquement un opérateur gouvernemental protégé. Vous devez rester silencieux. Un marshal américain prendra votre déclaration après que nous ayons conclu. Cette affaire familiale est maintenant une affaire fédérale. Il se tourna ensuite vers moi et, pour la première fois, il me vit, son expression s'adoucit d'un respect profond et presque craintif. « Madame, dit-il, l'honorifique sonnante maintenant tout à fait sincère. Mes excuses profondes pour cela. Nous nous ajournerons dans mes chambres pour finaliser l'exécution du testament de votre père. » Mon frère ne bougea pas. Son visage était cendreux, une statue d'incrédulité. Derrière lui, ma mère semblait sur le point de s'évanouir. Leur monde entier, celui qu'ils avaient construit si soigneusement autour de leur propre importance, avait été publiquement et irrévocablement démantelé, non par un argument, mais par un pouvoir qu'ils ne pouvaient même pas commencer à comprendre. Je ne les regardais pas. Je me contentais de donner au juge un hochement de tête lent et délibéré, et me levais pour le suivre. Laissant ma famille totalement seule dans la salle d'audience silencieuse et scellée, Mark m'avait toujours accusé de vivre dans un monde fantaisiste. À la fin, il fallut une salle d'audience verrouillée et la menace d'une inculpation fédérale pour qu'il réalise que mon monde était plus réel que le sien. Dans les chambres du juge, la validation finale du testament de mon père fut une affaire calme et anticlimax. Le langage légal était sec, les signatures rapides. La vraie conclusion se produisit quelques minutes plus tard dehors, sur les marches du palais de justice, tandis que David et moi émergions dans l'air frais de l'après-midi. Je les vis. 2 marshals américains au visage de pierre escortaient mon frère Mark vers une voiture noire banalisée garée au bord du trottoir. Son costume coûteux était froissé, son visage d'une teinte blanche fantomatique. Pendant un moment, nos yeux se croisèrent à travers le trottoir. Les siens étaient larges d'une terreur si profonde qu'elle semblait le vider, et en dessous, il y avait une supplication désespérée et enfantine. Il cherchait sa sœur, celle qui était censée arranger les choses. Je soutins son regard. Mon expression indéchiffrable, je ne ressentis rien, ni triomphe, ni pitié, ni même le fantôme de la colère. C'était comme regarder un étranger dont j'avais autrefois lu l'histoire, mais dont je ne me souvenais plus de la fin. La connexion, étirée à l'extrême sur une vie entière de rejet et de mépris, avait enfin rompu. Je donnai un léger tour presque imperceptible de la tête et m'éloignais sans regarder en arrière. Le clic discret de mes talons sur le trottoir était le seul son qui comptait. La guerre était terminée. 6 mois plus tard, je me tenais dans une pièce loin de tout palais de justice, un lieu de silence profond et solennel, connu comme la salle de la vaillance au quartier général de la DIA. C'était une cérémonie de remise de prix interne, un rassemblement classifié de personnes qui, comme moi, vivaient des vies dans l'ombre. Le général Peterson se tenait devant moi, le même homme dont la voix calme m'avait guidé à travers des opérations à enjeux élevés. Dans sa main se trouvait le prix du directeur du renseignement de la défense, une médaille que je ne pourrais jamais afficher. Pour une mission dont le nom ne pourrait jamais être prononcé à voix haute, il l'épingla à mon uniforme, ses yeux transmettant un respect que ma propre famille n'avait jamais été capable de... La citation officielle était intentionnellement vague, louant mon équipe pour la conclusion réussie de l'opération Blind Harvest, des mots qui ne signifiaient rien pour le monde extérieur, mais tout pour les gens dans cette pièce. C'était ma vraie validation. Pas le chèque d'héritage qui reposait maintenant sur un compte d'épargne à haut rendement, mais cela, cette reconnaissance de mes pairs. Après la cérémonie, mon équipe m'entoura. Il n'y eut pas de félicitations bruyantes, pas de tape dans le dos performative comme celle dont mon frère se délectait. Au lieu de cela, il y eut des poignées de main discrètes, des hochements de tête complices et des regards partagés qui en disaient bien plus que les mots ne le pourraient jamais. Ces gens étaient ma vraie famille, une fraternité forgée non par le sang, mais par des secrets partagés, une confiance mutuelle et une compréhension profonde des sacrifices silencieux que nous faisions tous. Ici, je n'étais pas invisible.
J'étais Echo 7. J'étais vue plus tard cette semaine-là. J'étais à mon bureau en train d'analyser des images satellites pour une opération à venir quand mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Mon doigt plana au-dessus de la notification. Je savais qui c'était avant même de l'ouvrir. C'était ma mère. Le message était exactement ce à quoi je m'attendais. Une supplication frénétique et désespérée, imprégnée d'une vie entière d'attentes privilégiées. Anya, lisait-il. Les frais légaux de Mark drainent tout. Il fait face à des accusations. S'il te plaît, tu dois faire quelque chose. Peux-tu passer un appel? Peux-tu leur dire que c'était juste un malentendu? Je lus les mots une fois, puis une seconde fois. Je pensais que je ressentirais une étincelle de l'ancienne colère, un éclair de ressentiment. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait qu'un vaste silence tranquille en moi. Le message n'était pas seulement à propos de Mark. C'était une tentative désespérée de me ramener dans leur drame, de me forcer à reprendre le rôle de la fille invisible qui était censée absorber leur chaos. C'était une invitation à sacrifier la paix que j'avais si durement construite pour moi-même. Je regardais ces mots, puis je regardais la carte des opérations globales brillant sur l'écran devant moi, ma vraie vie, mon vrai travail. Le choix n'avait jamais été plus clair. D'une main calme et stable, je supprimais tout le fil de messages et bloquais le numéro. Mon travail était ma priorité. Ma paix était la mienne. Ma famille croyait qu'un legs était un nom sur un bâtiment ou un numéro de compte dans un testament. J'ai appris qu'un vrai legs est un nom murmuré avec respect dans des pièces où le sort du monde est décidé. Si vous avez déjà dû prouver votre valeur contre un mur de doute, partagez votre histoire ci-dessous. Dans cette communauté, votre service discret est toujours vu. Stupid spiky ground things. Why did I leave the lava there? If I had not left the lava, if I just walled it up or something. Okay, well, what do? We go to the surface. We get some farms online. I look for spiders just on the overworld and I never come back here ever again. I look upon the faces of my beautiful creatures and try and take heart. At least it's daytime. At least it's daytime. All because I wanted to shoot this block. Because I don't have a bow. Oh. Okay. Contemplation. My mistakes. Let's see if the village has anything for me. Too weak to run. Just incredibly demoralized.
Melissa, just stealing your wheat. Sorry. I'll replant it for him. Why not? I'll be an active member of the community. Why shouldn't I? Okay. Are they doing a little scribble in here? Hey ho. No, you have nothing I need. What about you? You want rotten flesh for emeralds? It's crazy work, dog. Do you need to brew something? I don't know how to do that. Farm time. Okay, so emerald for bread. Beets for emeralds. Interesting.